si je puis me permettre, se méfier, parce que ça c'est une méthode d'ingénierie sociale, ce qu'on appelle le storytelling. C'est plutôt que vous vendre un produit de manière informelle, avec aucune histoire, on va jouer sur un mécanisme qui s'appelle les neurones miroirs, qui ont été découverts par Isolati notamment. C'est-à-dire, en fait, vous allez vous sentir comme si vous vivez la même situation que la personne que vous allez voir à travers l'écran. On va vous raconter une belle histoire larmoyante pour que vous vous sentiez concerné, pour que vous vous disiez, mais mince, et si c'était moi? Donc ça se trouve, son histoire est complètement pipeau. Il y a des chances d'ailleurs, parce que bon, c'est pas la première fois que ça. Hein. Et ensuite, ensuite, on vous dit, et c'est pour ça que cette personne va créer ceci ou cela. Maintenant, je veux bien ces nanoparticules, mais encore une fois, on peut se poser une question, c'est qui va y avoir accès? Dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ça va être pour tout le monde? Est-ce que ça va être gratuit, abordable pour tout le monde? Ou est-ce que ça va être réservé à des personnes qui auront les moyens de se payer ça pour se soigner du cancer? Voilà. Oui, bon, sans prendre en compte en plus l'aspect économique de la chose, puisque ça veut dire en fait une consommation des métaux qui ne pourront jamais être récupérés par ailleurs. Les nanoparticules d'argent dispersées dans les chaussettes pour éviter que ça sente mauvais, ça représente quand même plusieurs dizaines de tonnes. Il y a ça, et il y a aussi, pour revenir sur le transhumanisme en lui-même, c'est quelque chose qui existait déjà dans les années 60. Il y a un bouquin que tu m'avais passé qui s'appelle Chaos et cyberculture, qui a été écrit par Timothy Leary, où déjà ce type qui avait été complètement défoncé au LSD dans les programmes MK Ultra de la CIA et de l'Institut Tavistock, prévoyait le passage à un nouveau type d'humanité et au nombre de bits que les nouveaux humains devraient avoir besoin de consommer par jour, et une espèce d'interférence entre vraiment l'informatique, tu me dis si je me trompe Lucien, entre l'informatique et puis l'humain. Et ça peut se voir aussi dans un autre reportage qui peut se trouver sur internet qui s'appelle DasNet, Voyage en cybernétique, de Lutz Zombeck, qui explique vraiment tout ça, tout ce milieu de la contre-culture et toutes les conférences Messier des années 50 qui ont abouti à la cybernétique et petit à petit à la mise en avant c'était des prodromes de tout ce qui constitue le transhumanisme. Alors, ce qui est quand même très fort, c'est que le système donne en même temps l'impression de générer malgré tout des défenses. Que Lucien me disait, il y a un abaissement des défenses. Je pense par exemple à tout ce qui est mis souvent en valeur aux États-Unis, qui est les actions de consommateurs, ce qu'on appelle les class actions. Donc le fait que les consommateurs finalement auraient les capacités à se défendre. C'est quoi ça? C'est du pare-feu justement, ou c'est du décor, ou globalement où ça peut avoir une réalité, parce qu'à un moment il y a quand même aux États-Unis, peut-être plus que chez nous, en même temps, les consommateurs pèsent un poids. Ils peuvent jouer sur leur rôle de consommateur. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que Stuart Ewen, à l'époque, prend en compte, ou c'est quelque chose qui lui semble rentrer totalement justement dans le jeu du spectacle? À proprement parler, il n'en parle pas trop. Enfin, il parle un petit peu des mouvements sociaux, etc., mais du syndicalisme ou ce genre de choses. Mais là, les class actions, il n'en parle pas parce que je crois que ça n'existait pas à l'époque, en fait. Évidemment, les gens souffrent de ce système donc de consommation et de spectacle, et donc se rebellent. Ils s'organisent entre eux et ils essayent effectivement de se défendre parce que là, les nanoparticules, pour soigner le cancer, faut savoir que les nanoparticules sont en elles-mêmes cancérigènes. C'est comme une chimiothérapie ou une radiothérapie, ça va effectivement vous soigner votre cancer, mais c'est en soi cancérigène aussi. Bon, donc maintenant, donc là, concernant en fait toutes les réactions à tout cela, en fait, la question, alors oui, c'est-à-dire que le capital doit satisfaire le consommateur. Donc on peut dire oui, mais là il y a effectivement une autorité de contrôle, c'est-à-dire que le capital doit de toute façon s'adapter au consommateur, et donc il n'est pas tout puissant. Donc il y a un contre-pouvoir structurel. Ça c'est vrai en période de croissance. Mais à partir du moment où le capital n'a plus besoin des consommateurs, comme c'est le cas aujourd'hui,
on peut faire tout ce qu'on veut, hein. On peut, s'inscrire à 60 millions de consommateurs, etc. Enfin, faire tout ce qu'on veut. Je veux dire, ça servira à rien, hein. Il n'y en a plus besoin, en fait. Parce que, en fait, le pouvoir a besoin de la population et donc a besoin de nous soigner, hein. On est du bétail, hein, donc il a besoin de quand même nous nourrir, hein, et puis nous prendre soin de nous un minimum, aussi longtemps qu'il a besoin de nous pour produire. Mais bon, avec la mécanisation, la robotisation du travail, en fait, on remplace un humain, on remplace 10 humains par un robot, par exemple. Donc là, et puis donc en fait, le robot, lui, sera supervisé par un ingénieur qu'il est possible d'acheter. Voilà. Donc ça permet quand même en fait d'avoir beaucoup moins de monde, beaucoup moins de bétail à gérer. Hein. On remplace des prolétaires par des ingénieurs. On va remplacer par exemple 100 prolétaires par 10 machines, et ces 10 machines gérées par un ingénieur. Voilà, donc on passe de 100 à 1. Voilà. C'est la pente suivie, hein, en fait, hein, par le capital aujourd'hui. C'est aussi le thème du livre de Marco Della Luna, en fait, hein, c'est-à-dire oligarchie pour un peuple superflu. Je traduis le titre il n'est pas encore traduit, normalement on le traduit, en fait. Oui. Donc on en est là aujourd'hui, hein. Donc en un sens, effectivement, on est passé à la deuxième étape du capitalisme, en fait, à l'étape de réduction démographique, hein, et de remplacement. Alors c'est le grand remplacement, hein, mais c'est le grand remplacement des humains par les machines. Hein, là, récemment, il y a une étude qui est sortie qui a montré que la robotisation allait détruire 3 millions d'emplois d'ici 2025. C'est sorti dans les grands médias. Donc il y a aussi des avocats qui travaillent sur le droit des robots, par exemple, pour justement que, en cas je dirais, de turbulence, hein, autour de ces questions-là, on ne puisse pas détruire les machines, puisqu'elles auront un statut juridique équivalent à celui d'une personne. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, c'est du sérieux. Et donc détruire une machine sera équivalent à tuer quelqu'un. Ce sera un meurtre. Ce ne sera pas une dégradation du bien d'autrui, quoi. Tout ça est en cours, hein, voilà. On reconnaît bien là, pour le coup, le système anglo-saxon, hein, le modèle de société anglo-saxon qui juridise quasiment tous les domaines possibles et imaginables, parce que par ailleurs, de toute façon, ça rapporte aussi de l'argent. Oui, bien sûr, oui. Et puis, parce que effectivement, si vous n'avez pas les moyens de vous défendre, voilà, vous êtes écrasé, tout simplement. Là, moi, je connais quelqu'un qui a eu des problèmes, de voisinage, et qui a dû payer 1 400 € pour que son avocate, hein, ou son avocat envoie quelques documents par fax, hein, et puis voilà, donc et sans cela, c'était l'avocat commis d'office, en général, qui traite le dossier par-dessus la jambe, et avec tous les risques que ça suppose, hein. Donc voilà, donc le droit, effectivement, ça aussi, ça repose sur l'argent. Sur votre capital. Si vous avez les moyens de vous défendre, voilà, vous pourrez vous en sortir. Mais justement, pour le capitalisme, il faut que tout soit subordonné aux moyens, c'est-à-dire à votre compte en banque. Et donc là, il y a une espèce d'écrémage qui se fait, ensuite une sélection par le compte en banque qui se fait, et donc périssent les plus pauvres, hein. Voilà, c'est des banalités tout ce que je dis là, mais en fait il faut toujours les rappeler, quoi. Ce qui est quand même assez étonnant, là vous parliez du rapport, donc par exemple sur la robotisation. On peut penser aussi à un rapport édité par la NASA il n'y a pas très très longtemps, qui montre, qui justement travaille sur l'effondrement des sociétés complexes, et en l'occurrence de la nôtre, et qui dit qu'en fait, notre société pourrait en effet s'effondrer très rapidement. La NASA, agence officielle américaine, c'est vrai qu'il y a des fois, on peut être étonné par alors c'est une expression qui est très à la mode, hein, les lanceurs d'alerte, mais globalement, le système a quand même une capacité d'encaissement et finalement d'étouffement de ce genre, en effet, de rapport, tout, qui est à chaque fois très surprenant. Et pour le coup, oui, qui fait à la limite presque partie du spectacle, en fait. On va y avoir ces signaux lumineux qui vont s'allumer, mais ils clignotent dans le vide, quoi. Et ça...
Oui, mais on peut aussi peut-être envisager un stratagème là-dedans. C'est un peu comme les mensonges du GIEC, vous savez, là, sur le réchauffement climatique, qui est, bon, enfin, c'est quand même très très douteux. Moi, je pense effectivement qu'il y a il y a eu dans l'histoire de l'humanité de l'effondrement naturel des sociétés. Aujourd'hui, on n'est pas dans un effondrement naturel du tout. C'est un effondrement contrôlé. Donc ce rapport de la NASA, à mon avis, consiste à fabriquer le consentement à l'effondrement contrôlé. Mais justement, pour fabriquer le consentement à l'effondrement contrôlé, il faut retirer de la perception qu'il est contrôlé. Et donc, on met en avant un effondrement naturel causé par je ne sais quoi, enfin les changements climatiques, etc., etc. À chaque fois, il faut naturaliser un processus construit. Ça, c'est la base de l'ingénierie sociale. Il faut donner l'illusion que ça se passe tout seul, que c'est spontané. C'est soit une révolution spontanée, soit un effondrement spontané, une mort naturelle de la société. Mais la main de l'homme, les acteurs en coulisses en quelque sorte, les vrais acteurs, les vrais producteurs de l'événement doivent disparaître, faire disparaître l'atelier. Faire disparaître, et donc les gens qui sont dans l'atelier, évidemment. Donc je pense que là, ce rapport de la NASA, pour moi, s'inscrit plutôt dans en fait, c'est fausses nouvelles. Enfin, c'est de la désinformation, en fait. Enfin, c'est un mi-chemin entre la désinformation et puis le constat. De fait, oui, il y a des problèmes à caractère environnementaux, etc. Enfin bon. Mais bon, voilà, je veux dire, on sait bien que bon, là, il y a eu le Climate Gate là avec les informaticiens qui ont révélé qu'effectivement il y avait plein de discussions au GIEC pour savoir comment trafiquer les chiffres, etc., etc. Il faut savoir que le GIEC est pas du tout indépendant, en fait. Alors bon, c'est censé être international, mais bon, c'est entièrement sponsorisé par les Américains, quoi, enfin par les Occidentaux. Maintenant, j'aimerais savoir ce qu'une étude indépendante chinoise, russe, iranienne aurait à dire sur ces phénomènes-là. Évidemment, il constaterait des phénomènes convergents. Parce que de fait, oui, on constate, et là c'est visible à vue d'œil, enfin, je veux dire, dans le cadre d'une génération humaine, il y a effectivement un réchauffement. Après, quelle est la cause ? Alors ensuite, bon, on sait aussi qu'il y a un réchauffement causé par le CO2. On le sent en ville. Je veux dire, dans Paris, il fait toujours plus chaud qu'à la campagne. Donc, bon, ça, oui, il y a du réchauffement climatique. Maintenant, est-ce qu'il est étendu à toute la planète ? Parce que c'est ça ce que dit le GIEC, quoi. Sur la base de quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut constater soi-même en sortant de Paris, en allant à la campagne, bon, est-ce qu'il n'y a pas en fait une absorption je dirais de la pollution ? Enfin, quand je dis une absorption, c'est pas une absorption, mais comment dire ça, en fait, un phénomène d'éponge. Parce qu'il y a le CO2 aussi s'éponge, et pas que. Oui. Thibaut ? Oui, si je vais me permettre aussi, pour envoyer sur la naissance de tous ces débats écologiques, on peut envoyer aussi aux 3 articles qu'avait écrit Thierry Messon sur le réseau Voltaire, sur les différentes phases de l'écologie depuis les années 60, où il expliquait bien que c'était né avec la complicité de Kissinger et compagnie, en parallèle de la guerre du Vietnam, pour en fait désamorcer la critique sociale qu'il y avait contre la guerre du Vietnam, et dériver vers d'autres types de luttes en disant qu'il était très important de sauvegarder la planète. Donc je ne me rappelle plus tous les événements qu'ils avaient organisés, mais c'était aussi avec tous les pontes de l'ingénierie sociale de l'époque, tous les officiels américains, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont fait naître les débats sur l'écologie. Et on peut mentionner, en parallèle de ce que tu disais, on parle de la décroissance, il me semble qu'un des principaux théoriciens de la décroissance est quelqu'un qui s'appelle Kenneth Boulding, qui faisait partie des plus grands ingénieurs sociaux, qui était proche de la CIA, de Tavistock, et des officiels américains de l'époque. Voilà. Oui, puis on peut mentionner le rapport Meadows, le club de Rome aussi, bon, qui est extrêmement douteux. Je veux dire, même déjà à l'époque, moi j'ai discuté une fois avec un vieux 68ard et qui avait vu la sortie du rapport Meadows en 72 et qui m'a dit oui, mais déjà à l'époque, il y avait des accusations en fait de désinformation à des fins en quelque sorte, oui, de contrôle social, de réduction démographique, etc., ou des populations, quoi. Déjà à l'époque, bon. Mais bon,
Après, oui, évidemment, faut pas non plus. Moi, je suis pas industrialiste, hein, et les conditions de vie dans les grandes villes sont infernales. Voilà, on n'est pas fait pour ça, c'est évident. Paris est surpeuplé, il n'y a pas que Paris, mais bon, je veux dire, voilà quoi, c'est inhumain quoi. On n'est pas fait pour vivre dans la pollution, c'est évident, c'est pathogène, tout ce qu'on veut, hein. Oui, puis encore, on est dans des villes, dans le monde occidental, hein, au sens large, on est dans des villes qui, de fait, c'est vrai, ne sont plus aussi peut-être invivables justement sur le plan de la pollution qu'elles ne l'étaient il y a encore 30 ou 40 ans. C'est vrai qu'il y a eu une évolution de ce point de vue-là. Pour se rendre compte de ce qu'est une ville invivable, je pense qu'actuellement, il faut aller en Asie ou dans certaines mégapoles africaines pour se rendre compte de l'enfer que ça peut être sur Terre. Mais effectivement, enfin, la pollution lourde, hein, la pollution à l'essence, etc., effectivement, est plus faible aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Bon, en revanche, la densité, hein, démographique, là, atteint des proportions en région parisienne. Enfin, je veux dire, ça va exploser. On peut plus rentrer dans le métro pratiquement, hein. Donc, il y a ça. Et puis, bon, le nombre de malades, enfin, de fous, quoi, en fait. Enfin, là, tout à l'heure, là, dans le métro, qu'est-ce que j'ai vu sous mes yeux? Une espèce de créature, enfin, de sexe féminin, manifestement, qui urinait par terre, dans le métro. Voilà, bon, donc après, bon, j'avais autre chose à faire, je ne me suis pas appesanti, je ne suis pas resté, voilà, mais j'ai entendu quelqu'un qui l'engueulait derrière moi, ensuite, avec les échos, enfin, l'écho dans le couloir, quoi. Mais genre, on en est là, enfin, je veux dire, et puis c'est que le début, hein, enfin, la tiers-mondisation, là, pour l'instant, on en est qu'au début. Donc, il y a quand même, bon, en fait, d'un côté, effectivement, il y a moins de pollution conventionnelle. Par ailleurs, hein, sur un autre plan, il y en a plus. Donc, voilà, donc au total, je veux dire, l'un dans l'autre, voilà, à mon avis, ça empire quand même peut-être, hein. Pour revenir sur Stuart Haven, est-ce qu'il a eu conscience votre avis, hein, Lucien, est-ce qu'il a eu conscience de passer du côté sombre de la force, entre guillemets? C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que par exemple, ces critiques sur l'évolution, hein, sur la façon dont la famille est attaquée par le système consommateur, fait que de fait, il était hors champ, et surtout maintenant, avec les années qui ont passé, il s'excluait de lui-même du camp progressiste et du camp de la gauche, tel que peut la définir Michéa, pour rentrer dans quelque chose qui n'est plus la gauche. Et en même temps, Ewen ne se définit pas non plus comme un socialiste, parce que c'est quand même un Américain. Oui, bien sûr, oui. Oui, et puis bon, c'est vrai que son domaine d'étude, bon, a priori est apolitique, hein, je veux dire, c'est empiriste, c'est factuel, quoi. Voilà, on étudie, je veux dire, enfin, ce que dit telle personne à tel moment, voilà, c'est sourcé, c'est juste des faits, quoi. Ensuite, bon, il parle un petit peu, hein, de l'environnement politique, idéologique de son temps. Voilà, enfin oui, donc la gauche libertaire, la deuxième gauche. Mais en fait, alors il n'en a pas trop souffert à l'époque, parce que apparemment, bon, il y a eu quand même, il y avait une certaine ébullition sur les campus qui ça a rendu possible comment dire ça, de laisser passer beaucoup de choses aussi. C'est vraiment, enfin bon, le politiquement correct, hein, qui a serré la vis, c'est vraiment à partir des années 80. Et je pense que c'est pas par hasard que son livre n'a pas été réédité en France, par exemple. Enfin, le politiquement correct en France est arrivé à la fin des années 80, mais voilà, bon, pour un bouquin comme ça, une seule édition, c'est pas normal. Enfin, et oui, je voulais aussi en outre rajouter quelque chose concernant, zut, mais ça vient de me sortir de la tête. Oui, alors à un moment, en fait, il mentionne que on l'a accusé, hein, de théorie du complot. Voilà, bon, ça c'est dans la deuxième préface, la préface à la réédition. Donc voilà, je veux dire, effectivement, il a été repéré par le politiquement correct. Et donc, enfin, ben voilà quoi, stigmatisé avec l'accusation classique, hein, d'imaginer, je sais pas quoi, alors que bon, enfin vraiment, quand on lit son texte.
Je veux dire, c'est juste une description du présent, voilà, et puis il ajoute que effectivement, ça s'est pas fait tout seul. Voilà. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y avait des gens et avec un programme, un plan. Et voilà. Mais ça, déjà, pour certaines personnes, c'est déjà trop de dire ça. Donc, d'où, là, effectivement, l'accusation de complotiste qu'il a essuyé. Bon, apparemment, une fois, je crois, c'est tout. Bon, voilà, parce que, bon, par ailleurs, au bout d'un moment, ça devient ridicule, l'accusation de complot. Il explique aussi dans sa nouvelle préface que son bouquin a été critiqué comme étant, je me rappelle plus tous les termes, mais ridiculement nul ou avec tout un tas de superlatifs, mais sans vraiment d'arguments non plus. En fin de compte, c'était juste limite de la diabolisation ou un moyen de le mettre à l'écart et puis de jouer sur la suggestibilité des gens en disant tiens, on qualifie tel livre de telle formule et puis ça suffit. Comme on qualifie un tel propos d'extrême droite, on va dire, pour le disqualifier. Ensuite, les gens ne cherchent pas forcément à savoir plus, voilà, pour pas que cette opprobre leur rejaillisse dessus. Voilà. De toute façon, il y a deux moyens qui sont la théorie du complot et la reductio ad iterum. C'est vrai que c'est très facile d'évacuer une épine comme ça. C'est vrai que ces personnes qui peuvent accuser Stuart Owen de théorie du complot, c'est les mêmes qui peuvent croire qu'on leur met de la musique dans les supermarchés. Juste pour leur rendre les choses agréables, quoi, sans penser qu'il y a derrière toute une démarche psychologique. Thibaut ? Ça, alors là, je me permets de renvoyer à une bonne revue, un numéro d'une bonne revue qui est sortie, une revue qui s'appelle Cerveau et Psycho. Et donc c'est le numéro 65 de septembre-octobre 2014, donc il est sûrement encore disponible. C'est Neuromarketing, le cerveau peut-il résister à des publicités, où il y a un énorme dossier sur le neuromarketing, donc qui explique que maintenant on sert de la résonance magnétique fonctionnelle pour voir quelle zone du cerveau s'active, quel centre du plaisir s'active, à quel moment. Et je renvoie aussi à Neuroesclave qui explique bien les divers procédés qui sont employés à ce niveau-là. Ils expliquent justement qu'il y a des sons en particulier qui influent sur le psychisme des gens, qu'il y a des musiques particulières qui sont utilisées. Là, je suis au dossier les sons qui font vendre. Les études montrent qu'une ambiance sonore ou une musique agréable augmente les recettes réalisées sur un point de vente, alors que les silences les fait chuter. Les musiques plaisantes réduisent la concentration des hormones du stress dans le sang et nous mettent en confiance. Certains sons sont associés à une absence de danger, mais enfin, les experts en marketing sonore répertorient les associations involontaires que nous faisons entre certaines sonorités et les qualités d'une marque afin d'en forger l'image. Et Marco Delauna et Paolo Cioni expliquaient dans Neuroesclave que, par exemple, dans un bar, les patrons vendent beaucoup plus de boissons quand la musique qui passe est mid-tempo ou alors d'un tempo assez lent plutôt qu'une musique rapide. Voilà, mais on ne se rend même pas compte, c'est le fonctionnement que ça fait sur le cerveau. Voilà. Oui, Neuroesclave qui a été également édité par le Retour aux sources, si je m'abuse, non ? En fait, c'est chez Macro Édition. Alors, on a organisé une conférence avec Lucien et Paolo Cioni, puisque les thèmes abordés entre Gouverné par le chaos et Neuroesclave sont très proches, sauf que Neuroesclave aborde son angle cognitif. C'est-à-dire que Lucien apporte tout un ensemble de connaissances, de concepts, et Neuroesclave les complète en les abordant par l'explication du fonctionnement du cerveau. Voilà, donc il y en a certains qui peuvent dire mais non, ce qu'écrit Lucien, c'est gentil, c'est source, mais rien ne prouve que. Mais Paolo Cioni et Marco Delauna montrent bien que le cerveau fonctionne comme ça, qu'ils prennent un tas d'études qui montrent le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement inconscient du cerveau, c'est-à-dire 98% de l'activité du cerveau est inconsciente, et on perçoit seulement 1 demi-milliard de données qu'on reçoit chaque seconde. Donc voilà, tout est vraiment très bien expliqué. Et vraiment, je renvoie à ce dossier sur le neuromarketing. Justement, dans le même numéro, il y a un dossier, c'est quels sont les ressorts des théories du complot. Vous aurez droit aux explications universitaires de base, en fait. Pour un truc un peu plus sérieux, je renverrai plutôt à un livre qui s'appelle Sabordage, qu'a écrit Christian Arbulot, en fait, qui est le directeur de l'école de guerre économique, et qui va peut-être justement faire le lien entre tout ce qui se passe au niveau des informations politiques et des informations au niveau neuromarketing. Oui, Christian Arbulot, d'ailleurs, qui fait partie un petit peu, il me fait penser à l'itinéraire, alors pas l'itinéraire de Stuart Owen, mais un petit peu. Christian Arbulot vient lui aussi de l'extrême gauche et c'est quelqu'un qui s'est déplacé au fil des ans en prenant conscience d'un certain nombre de choses. Lucien, vous vouliez dire ? Oui, non, c'était en fait une citation là, donc tirée du livre de la Société de la naissance. Donc je cite: la culture de masse est le procès
La culture de masse et le procès du développement industriel lui-même ont trop souvent été perçus comme des phénomènes à génération spontanée. On en parle comme s'il s'agissait d'une horloge sans ressort. Les énergies socialement investies dans ce processus sont passées sous silence. Voilà, donc et en fait, l'objet du livre, c'est donc de décrire ces énergies passées sous silence, et qui effectivement mettent en scène, font advenir tout un système social complet, et qui, pour se solidifier et en fait obtenir notre consentement, doit impérativement passer sous silence tout le labeur aussi qui en est à l'origine, tout le travail. Voilà. Et oui, et pour rebondir sur aussi Christian Arbulot, qui était maoïste, je crois bien. Bon, oui, mais voilà, on peut aussi être effectivement d'extrême gauche pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons, et donc oui, aussi pour de bonnes raisons. Oui. Mais bon, là, manifestement, effectivement, au fil des ans, les gens bougent. Et donc c'est intéressant les parcours comme ça. Très bien. Nous allons faire une deuxième pause avant de voir éventuellement d'autres aspects par rapport au livre.
Bien, de retour pour une troisième partie de cette émission donc consacrée à la société de l'indécence, mais on va bien au-delà. Et d'ailleurs, on va bien aller au-delà, puisque ce livre date comme tu le rappelais, Lucien, il n'y a pas très longtemps, donc il datait des années 70. Et depuis, le système, lui, continue d'avancer, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on parle de mondialisation, de mondialisme. Et effectivement, donc c'est alors qu'à l'époque, effectivement, où Stuart Ewen a écrit son ouvrage, on n'en parlait pas encore vraiment. Hein. C'est-à-dire que le modèle de la société de consommation était valide dans une certaine zone du monde, dans certaines régions du monde, mais n'était pas encore étendu à toute la planète. Or, effectivement, c'est un modèle de société qui sans limite. Hein, donc il ne tolère aucune limite par nature. Il renverse toutes les limites et donc c'est fondamentalement un programme d'hégémonie mondiale qui veut s'étendre à toute la planète. Donc nous en sommes là aujourd'hui, en fait, à cette espèce de mondialisation et d'abolition des frontières et donc de guerre aussi, parce que en fait, la guerre ne vient pas de l'existence des frontières, elle vient de leur renversement, elle vient de leur franchissement. Donc, la société de l'indécence, c'est aussi la société de la guerre de tous contre tous, et notamment au niveau économique. Et là, Thibaut a pas mal de choses à nous dire. Enfin, pour donner quelques exemples de la réalité de la guerre économique, j'en prendrai 3. Avec plusieurs personnes, dont Monsieur Bob et Tonton Griffaton, on avait travaillé sur on a fait des recherches sur Transparency International, la soi-disant ONG qui lutte contre la corruption dans le monde et pour la transparence. Et en fait, on s'aperçoit que les membres de cette ONG, pour le chapitre français, un tiers de ces membres en France fait partie des membres du comité exécutif, quoi. Font partie du club Le Siècle. Donc quand on se penche un peu sur le livre Au cœur du pouvoir, avec les travaux d'Emmanuel Ratier sur le Club Le Siècle, ça met déjà la puce à l'oreille. Et quand ensuite on s'intéresse aux personnes qui font partie du board international, on voit qu'il y a un ministre, il y a un Costa-Ricain qui avait été élu président notamment grâce au trafic de drogue. Et on voit qu'il y a des membres, notamment James Wolfson qui fait partie de la Banque mondiale, que c'est une émanation de la Banque mondiale, un tas de monde qui fait partie du groupe de Bilderberg, la commission trilatérale, du CFR, et puis de la Rand Corporation, du complexe militaro-industriel. Et là on se dit c'est bizarre que ces gens veuillent vraiment lutter pour la transparence et pour le bien de la population. Et en fait on s'aperçoit en cherchant que c'est juste un outil de ce qu'on appelait ce que Joseph Nye a théorisé par le terme de soft power, c'est-à-dire l'influence. Donc, rapidement, c'est qu'on ne va pas aller dans un pays et lui taper dans la tête. Aujourd'hui, on prétend défendre la démocratie. Enfin bon, si, on voit ça que se fait. Mais si on veut ouvrir de nouveaux marchés, on va essayer d'y aller par l'influence. Et de manière un peu plus subtile, l'idée avec Transparency International, c'est de dire, il y a des pays qui sont pas très nets sur la corruption. Donc on met en place un indice de perception de la corruption qui est une méthodologie très douteuse. Et pour dire comment on perçoit la corruption dans tel pays. Ensuite, on voit que les organismes qui sont censés d'analyser cette corruption, on y trouve par exemple la Fondation Bertelsmann, dont je renvoie au livre de Pierre Hillard, la Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale, mais bon, déjà, tout est dans le titre. Et en fait, l'idée, c'est d'imposer les normes anglo-saxonnes de marché dans les pays, notamment des pays du tiers-monde, par des actions de lobbying et par des actions soi-disant de défense de la transparence, avec notamment la défense de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Voilà. Et, c'est une technique qu'on peut rapprocher par exemple de celle qui est utilisée avec l'aide alimentaire, puisque l'aide alimentaire américaine est très largement basée sur des produits transgéniques. Et à un moment, soit le pays accepte ces produits, ça a été le cas en particulier pour un certain nombre de pays africains, soit il accepte ces produits et dans ce cas-là, il reçoit une aide alimentaire, soit il le refuse et dans ce cas-là, il ne reçoit pas l'aide alimentaire. Et donc là aussi, c'est en effet de véritables chevaux de Troie pour pouvoir faire rentrer en effet un certain nombre de procédés. Alors sur l'aide alimentaire, l'aide humanitaire, je vais prendre un exemple qui est directement tiré du livre de Christian Arbelot que j'ai mentionné, qui s'appelle Sabordage, auquel je renvoie vraiment tous les auditeurs. Et c'est l'affaire sur Amésis en Libye. J'en parle puisque cette affaire Amésis, c'était une société qui vendait du matériel de surveillance à Kadhafi, une boîte française, il y a quelques années. Et bizarrement, un jour, il y a eu un reportage du Wall Street Journal et de la BBC, dont l'objectivité n'est évidemment plus approuvée, et qui montrait que cette boîte française permettait à Kadhafi de surveiller ses opposants et de les traquer.
Voilà. Et en fait, quand on regarde d'où viennent les accusations, bon, il y a les 2 sources que j'ai mentionnées déjà. Et en France, il y a les personnes qui ont attaqué cette boîte. Il y avait William Sherpa, William Bourdon de Sherpa. Et le Sherpa est financé en partie par George Soros. Et George Soros qui est aussi un financier de Human Rights Watch, donc qui est censé surveiller le respect des droits de l'homme dans certains pays. Mais même George Soros qui a fait sauter la Banque d'Angleterre, c'est bien connu, et puis qui a lui-même dit que ces ONG ont joué un rôle dans la révolution en Ukraine. Voilà, dans la révolution colorée et pilotée par l'OTAN et les États-Unis. Et ensuite, en continuant les recherches, on voit que quand Amesis s'appelait I2E, ils avaient proposé à Kadhafi de lui vendre un système qui s'appelle CryptoWall, qui était le seul système au monde à avoir un logarithme assez complexe pour mettre en échec le système échelon, c'est-à-dire le système de surveillance électronique planétaire des États-Unis. Une fois que ça aurait été vendu à Kadhafi, ça aurait pu notamment s'étendre à toute la région, et les États-Unis n'auraient plus eu la possibilité de surveiller tous les pays. Et ensuite, on voit avec l'affaire Amesis que le monde avait présenté certains opposants comme de pauvres pacifistes humanistes qui se faisaient traquer par le vilain Kadhafi. Et en fait, il y avait un mandat Interpol international qui avait été mis contre eux. C'était des terroristes en fin de compte, et dont certains avaient assisté à des réunions de la Round Table américaine, donc qui est une espèce de think tank américain, un peu l'équivalent du CFR aux États-Unis. Tu peux épeler en fait parfois certains noms pour les auditeurs peut-être. Amesis, Roundtable. Roundtable, c'est le bon table ronde, donc round comme un round à la boxe, R-O-U-N-D, table comme une table. Et Amesis, c'est A-M-E-S-Y-S. Et quand ça s'appelle I2E, ça s'écrit I, le chiffre 2 et un E. Et on peut trouver en fichier PDF, le système s'appelle CryptoWall, donc comme crypté, crypto, et wall comme le mur, W-A-2-L. Et le dernier exemple qui est très parlant aussi au niveau oui, et donc cette opération de déstabilisation, quand on remonte, tout renvoie en fait à une initiative américaine. Et Christian Arbulot a montré vraiment énormément d'exemples, notamment les affaires de déstabilisation avec Nokia, Siemens, tous ces exemples de guerre économique qui sont initiés par les États-Unis et qui nous font perdre des contrats. C'est-à-dire que nous n'avons pas dans cette société de consommation mondiale les moyens de nous défendre, puisque les contrats que nous pourrions gagner et qui permettraient de faire fleurir notre économie et d'avoir des emplois et donc de survivre tout simplement dans cette atmosphère de guerre économique, tout est parasité par d'autres pays qui mettent en place des opérations de déstabilisation qui donc nous empêchent de gagner des contrats, donc d'avoir de l'argent, de créer de l'emploi. Voilà, tout simplement. Et le dernier exemple criant qu'on peut prendre aussi sur cette opération de guerre économique, je renvoie à un site qui s'appelle bluelobby.eu, donc blue B-L-U-E et lobby comme un lobby.eu, qui a une page Facebook, qui est un site qui est vraiment a priori un des sites les plus solides que j'ai vu là-dedans, qui analyse tout ce qui se fait au niveau du lobby de la mer. Et il fait remonter beaucoup de choses à un trust caritatif qui s'appelle le Pew Charitable Trust de la famille Pew. Oui, Pew, P-E-W. Et ce lobby avait mené notamment une opération de déstabilisation contre la France et contre l'Europe il y a quelques années, en disant qu'avec des études évidemment scientifiques à l'appui dans des revues prestigieuses, que le saumon d'élevage que nous avions en Europe était toxique, ou qu'il y avait, je sais pas, s'il y avait du mercure dedans, ou bref, qu'il n'était pas sain par rapport à ce que faisaient les Américains. C'était en fait une méthode de lobbying pour mettre en avant les normes américaines et pouvoir vendre en fait ce poisson, et que nous ne puissions plus vendre ce poisson chez nous, quoi. Voilà, encore pour des raisons de santé, comme l'Union européenne fait avec le lait. Et la famille Pew va encore plus loin, c'est-à-dire que sous des prétextes, encore une fois, comme Transparency International, sous des prétextes de mettre en avant de manière positive, de défendre la faune et la flore, d'empêcher la surpêche avec des études, on ne sait pas si elles sont vraies, on ne sait pas si elles sont fausses. Leur idée, c'est petit à petit de privatiser les océans et d'empêcher les pêcheurs de pêcher du poisson. Voilà. Donc c'est quelques exemples de guerre économique qui montrent, et encore une fois, toujours initiés des États-Unis. Bon, ça vient de tous les pays, mais en l'occurrence contre nous, c'est surtout de la part de nos alliés entre guillemets américains. Qui montre qu'en fait, avec l'extension de la société de consommation mondiale qui est vraiment décrite en long, en large, en travers par Stuart Ewen, en fait, ces gens cherchent à nous écraser de manière à nous empêcher, nous aussi, de survivre dans cette société de consommation qu'ils ont développée et qu'ils ont imposée à travers le monde. Est-ce qu'en même temps, c'est pas un point de faiblesse parce que on a du coup un système qui, en effet, a une prétention hégémonique. Et mondialisé, même si la mondialisation, ce n'est pas tout le monde, on le sait bien, c'est
Il y a un certain nombre d'espaces et de territoires qui sont intégrés dans ce processus. Il y en a d'autres qui sont jugés peu intéressants pour de multiples raisons et qui donc sont laissés de côté. Mais bon, donc un système qui tend à l'hégémonie et qui en même temps a quand même des lignes du coup de fracture et des lignes conflictuelles. Est-ce que là, il n'y a pas un hiatus, en fait, un point d'achoppement entre ces deux logiques qui, d'un point de vue extérieur, peuvent sembler contradictoires? Ces lignes de fracture, vous voulez dire que, comment dire ça, en fait, elles apparaissent depuis l'intérieur du système à visée hégémonique, c'est ça? Quand on regarde, là, bon, on a passé une partie de l'émission à dire, bon voilà, il y a en effet un système, en particulier le système consumériste, qui a tendance, en effet, qui a une portée naturelle mondiale, d'accord, une tendance naturelle à se développer à l'échelle mondiale. Alors c'est vrai qu'il est né aux États-Unis, mais l'Europe occidentale a lui-même ses propres piliers dans ce phénomène. Je veux dire, on prend des grandes boîtes comme Carrefour ou tout le système de la distribution, qui est un des piliers de l'économie française, porte par exemple ce système. Et en même temps, c'est vrai qu'on a des lignes donc, de guerre économique. Par exemple, entre en effet un certain nombre de boîtes françaises et de boîtes américaines, et on peut étendre ça à l'ensemble du monde occidental. Est-ce que là, du coup, il n'y a pas une contradiction? Est-ce que le système, finalement, n'a pas sa propre faiblesse, dans le sens où il y aurait quand même encore des zones d'affrontement? C'est-à-dire qu'à un moment, oui, certes, on a une société qui a un modèle et qui se veut un modèle unique, d'accord, depuis qu'en effet, en particulier depuis que le modèle socialiste s'est totalement effondré. Mais finalement, c'est un modèle unique, mais qui a des fractures, qui restent des fractures finalement. Alors pas, j'allais dire nationales, non, évidemment pas nationales, parce que ces grandes firmes n'ont pas de nationalité en tant que telles, même si elles portent un modèle culturel. Mais du coup, il reste quand même des lignes de fracture. Oui, disons qu'il y a en fait une extériorité encore au système occidental, hein. C'est-à-dire, enfin, si on considère que aujourd'hui l'Occident, c'est en gros 3 capitales, hein, enfin 3 villes, Washington, Bruxelles, Tel Aviv, hein. Voilà, c'est 3 villes qui dirigent ce qu'on appelle l'Occident. Il y a une extériorité à ça encore, oui, effectivement, ouais, qui va se jouer dans les BRICS, par exemple. L'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Voilà, donc en gros, là, si on définit encore un tiercé gagnant, on aura Moscou, Pékin, Téhéran, en gros. Ça. Donc effectivement, donc il y a encore une extériorité à ce système débile. Que Stuart Ewen décrit dans La Société de l'Indécence, qui effectivement qui le fragilise en fait, hein, puisque et donc le système se venge, hein. Par exemple, il va en quelque sorte, il va faire pression, c'est tout le système là, des sanctions contre la Russie ou ce genre de choses, hein. Le fait aussi de nous demander de ne pas vendre le bateau Mistral aux Russes, voilà, en même temps, alors donc ça c'est un peu ce sont les contre-pouvoirs extérieurs. Maintenant, il se trouve que le système occidentaliste en fait croule sous le poids de sa propre bêtise, hein. Aussi, c'est ce que Baudrillard décrivait en parlant d'un système obèse, hein, qui en fait s'auto-effondre, hein. Il s'effondre sur lui-même, puisque comme c'est un système de société qui en fait ne tolère plus le réel. Donc il y a un mécanisme, un phénomène de virtualisation croissante, y compris dans les armées, hein, ce qui fait que ce sont de mauvaises armées en réalité, hein, d'où la délégation de la violence à des armées privées, qui sont pas forcément non plus très très bonnes en réalité, mais qui font le boulot à la place, quoi. Et puis donc aussi la bétification croissante des élites, hein, de cette oligarchie qui en fait n'arrive pas à se renouveler, et qui fabrique des rejetons, des nouvelles générations toujours plus bêtes les unes après les autres, et qui n'arrivent plus donc à garder le contrôle par la persuasion rhétorique, hein, comme c'était le cas dans les années 70, hein, toute notre génération en France d'influenceurs des années 70, de Bernard-Henri Lévy à Alain Finkielkraut, etc. Toute cette génération qui est apparue dans les années 70, c'est quand même de brillants orateurs, hein. Et puis quand ils écrivent leurs livres encore, ils écrivent pas mal, quoi.
Bref, mais ce sont des gens qui n'ont pas réussi à assurer leur relève, hein, parce qu'ils sont partie prenante d'un système qui, effectivement, qui repose sur le virtuel fondamentalement, et donc sur l'absence de travail, hein. Donc eux ont bénéficié d'une bonne éducation et ce sont des érudits, hein, ce sont des gens qui savent lire et écrire, mais ils soutiennent un système qui va dans le sens opposé de leur propre érudition, et donc ils ne peuvent pas transmettre, hein, ce qu'on appelle la transmission d'une culture, d'une identité. Et donc, voilà, ils sont voués à disparaître de toute façon par stérilité. Pas parce qu'ils auront été finalement vaincus, non, juste parce qu'ils ne sont pas en état, ils n'ont pas les moyens de se reproduire. En fait, tout simplement, c'est la reproduction sociale au sens un peu bourdieusien, là. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que ce système hégémonique occidentaliste qui a une prétention à l'hégémonie, de toute façon, est en train de s'effondrer sur lui-même. Parce que, voilà, alors il y a le site de Defensa qui analyse ça très bien, hein, qui parle du virtualisme et de l'autodestruction, le désordre permanent. Bon, voilà. En fait, face à cela, il suffit finalement de tenir bon et il s'effondra tout seul. La seule solution qu'il a trouvée pour l'instant pour essayer de perdurer, c'est la violence physique, en fait, croissante. Les menaces de l'OTAN, hein, contre la Russie, contre la Chine, les menaces, voilà, le génocide, voilà, ce genre de choses, quoi. Il n'y a plus que ça, en fait. Il y a vraiment plus que ça, parce que tout le reste a échoué, et surtout, en fait, tout le reste n'est plus possible, parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Ils n'ont plus les moyens d'écrire des bouquins pour nous raconter n'importe quoi. Ils n'ont plus les moyens, plus personne finalement ne leur fait confiance, parce que tout repose là-dessus, hein. Tant qu'on a la confiance de quelqu'un, on peut le pirater, hein. Du jour où en fait son pare-feu est rétabli, et donc du jour où il ne nous fait plus confiance, on peut plus le pirater. Là, c'est le cas, hein. Qui regarde encore la télé, qui lit encore la presse, hein, c'est fini, c'est terminé. Qui écoute la radio, à part Méridien Zéro, évidemment. Non, mais non, mais voilà, je veux dire, bon, globalement, les gros médias n'ont plus la confiance du peuple, hein. Donc c'est terminé. Ouais. Bah, on peut renvoyer les auditeurs à l'émission récente, hein, qu'on avait fait avec les gens de Polémia suite à la 7e journée de la réinformation. Donc, émission au cours de laquelle on avait eu l'occasion d'interviewer Dominique Albertini de Libération et David Doucet des Inrecuptibles. Et ça, c'est quelque chose dont les deux journalistes avaient globalement confiance. Alors, avaient globalement conscience. Alors, c'est vrai qu'ils avaient tendance à, du coup, dans l'interview, de façon feutrée, à dire oui, mais bon, en même temps, des gens comme Polémia, ils accentuent ce climat de méfiance. Mais ils reconnaissaient que globalement, de toute façon, ce climat de méfiance était globalement fondé. C'était une réalité. On peut peut-être les renvoyer au nouveau dictionnaire de novlangue qui a été justement édité par Polémia et qui pourra leur être utile à ce niveau-là, peut-être pour se déconditionner un petit peu. Oui, puis pour rester justement dans le courant de Stuart Owen, on pourrait le renvoyer aussi au livre paru à l'Encyclopédie des nuisances, hein, sur la novlangue, écrit par Rémy Samprin, Feu Rémy Samprin, qui est très très bien, hein, qui montre tout qui a une petite quinzaine d'années, je dirais, qui travaillait évidemment sur toute cette transfiguration du vocabulaire, les mots n'ayant plus la signification qu'on leur attribue normalement, et ce qui correspond évidemment là aussi à une démarche très très bien pensée de transformation du réel. Il y a un dernier mot pour conclure, Lucien et Thibaut. Oui, donc achetez et lisez La Société de l'Indécence de Stuart Owen, publié aux éditions Le Retour aux Sources. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure introduction possible en fait à la situation que nous vivons actuellement en France et dans d'autres pays d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que si vous connaissez des gens qui sont encore insensibles, hein, à tous ces sujets dont nous venons de parler là pendant 1h30, c'est la meilleure entrée en matière, parce que finalement ça va pas trop vite, hein. En fait, Stuart Owen fait le pont finalement entre l'opinion publique conventionnelle, hein, et puis donc une approche extrêmement critique
est extrêmement, comment dire ça, incisive, hein. C'est-à-dire qu'il montre non seulement, enfin, il dénonce en fait les maux, hein, de nos sociétés, mais il rajoute cette composante, hein, qui n'apparaît pas toujours, notamment dans le situationnisme, hein, où on se plaint de la décadence, mais on ne dit pas toujours que effectivement, non seulement il y a des gens, mais il y a aussi des méthodologies derrière tout ça. Voilà. Et Stuart Ewen est un bon pédagogue dans cette perspective. Et qui donc permet effectivement d'introduire en douceur, hein, ces questions-là, et en contournant justement les écueils, hein, ou les accusations un peu de paranoïa ou de complotisme, puisque bon, en réalité ce sont des textes, tout ce que Ewen rapporte en notes de bas de page ou en bibliographie, vous pouvez le trouver globalement à la FNAC, hein, c'est extrêmement... il n'y a rien de mystérieux dans tout ça, hein. C'est juste qu'on n'en parle pas trop, parce que oui, effectivement, hein, c'est l'atelier. Voilà. Et il faut le faire disparaître. Thibaut ? Oui, bon, pas grand-chose à rajouter. Peut-être ce serait intéressant pour les lecteurs de ce livre de le lire et ensuite, ou en même temps, de regarder en fait les publicités dans la rue, à la télévision, et pouvoir comparer justement et constater que ce qu'Ewen dit est entièrement vrai et nous est encore appliqué vraiment de manière bien plus approfondie aujourd'hui. Voilà. Et que les indécrottables sceptiques ne seront peut-être plus aussi sceptiques après ça. Juste un dernier mot sur les projets, parce que vous avez enchaîné, là, Lucien, au retour aux sources, un certain nombre sur ces 2-3 dernières années. Vous avez fait quand même je pense à la guerre des monnaies, etc. Le Mans, il y a quelque chose à venir ou pas ? En fait, bon, là, c'est pas au retour aux sources. Là, il y a une réédition de Gouverner par le chaos, 2e édition, avec une nouvelle préface qui contient pas mal de nouvelles choses, hein. Et puis le texte est mis à jour, hein, puisque la première édition date de 2010. Voilà ça. Et puis sinon, alors au retour aux sources, qu'est-ce qu'on a en cours, je sais plus là, je me souviens plus, mais bon, enfin, je vais certainement proposer des choses effectivement à François un de ces jours. On a de prévu, on a un texte a priori bien borné sur les questions de virilité et de masculinité par quelqu'un qui s'appelle Jack Donovan, donc qui revient aux racines de ce qu'est la masculinité, et qui pourra justement permettre à pas mal de gens de rompre avec toute cette féminisation qui nous est imposée, notamment aux hommes, dans la société de consommation actuelle. Et on essaie en fait de faire les choses de manière assez globale, c'est-à-dire de faire des livres qui se répondent les uns aux autres et se complètent les uns les autres. C'est pour ça qu'ensuite on va publier un livre de Carroll Quigley, donc qui n'est pas un conspi, qui était le mentor de Bill Clinton. Mais bon, son livre Histoire secrète de l'oligarchie anglo-saxonne a été écrit en 1949, il est sorti en 1980, donc censuré pendant 32 ans. Et Quigley est mort en 1977. Et ce livre expose. Quigley dit moi, je suis partisan du Commonwealth, je pense que la civilisation britannique est supérieure à toutes les civilisations. Mais. Ouais, alors Carroll Quigley, C-A-2-R-O-2-L, et Quigley, Q-U-I-G-L-E-Y. Et ceux qui lisent l'anglais peuvent le trouver sur internet sous le titre The Anglo-American Establishment. Et il dit en fait, moi je balance tout, puisque ceux qui sont de mon bord font ça dans le dos des gens. Il balance tout sur la société secrète anglaise, notamment le célèbre groupe Milner. Il explique la prise de contrôle du Times, comment ils ont fait de la propagande avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, comment ils ont poussé à la guerre, comment ils ont influé sur la politique continentale, le traité de Versailles, et comment ils sont influés aussi sur la guerre des bourgs, les opérations de désinformation, de propagande, les mensonges, le népotisme. Et en complément, vraiment en complément de ça, on publiera pour la première fois un livre sur un sujet qui est crucial mais jamais abordé en France, à part sur quelques blogs, qui s'appelle sur l'Institut Tavistock, donc qui a été créé à Wellington House, le département de la propagande britannique, en 1913. Et c'est simple, ils ont fait tout le XXe siècle en fait. Ils ont servi un peu de bras armé du groupe Milner et de l'oligarchie britannique. Ils ont fait les opérations de propagande de la Première Guerre mondiale contre William II, la commission Krill, les sondages d'opinion, la propagande de Deuxième Guerre mondiale. Ce dont parlait Ewen, ce sont aussi eux qui en sont la base. Bernays a travaillé pour eux, Walter Lippmann. Ils ont fait le programme MK-Ultra de la CIA, le LSD, la révolution culturelle, les jeux vidéo, la mise en place du jazz, du hip-hop.
Et ils ont à peu près tout fait. Et là aussi, très important, la matrice des révolutions colorées, c'est-à-dire tous les éléments de langage qu'on voit dans le conflit ukrainien, ils en sont à la base. Ils employaient déjà les mêmes à l'époque contre Wilhelm quand il parlait du boucher de Berlin, en Irak, il parlait du boucher de Bagdad. En fait, ce sont tous les mêmes éléments de langage. Et celui qui a écrit ça est un ancien du MI6, donc un ancien James Bond, on va dire, qui s'appelle John Coleman. Voilà. Et comment expliquer, alors je m'éloigne, hein, mais en même temps, pas tant que ça, parce que Stuart Ewen en est représentant, comment expliquer ce poids des auteurs anglo-saxons, du coup, au retour aux sources, en fait, dans tout ce qui est traduction, édition? Est-ce que ça signifie finalement que il n'y aurait que dans le monde anglo-saxon qu'on trouverait, du coup, des voix critiques intéressantes, ou comment ça se fait? Alors, pas que, peut-être sur certains sujets. L'avantage, John Coleman est, alors je ne sais plus s'il est anglais ou s'il est américain, mais bon, déjà il n'est pas français. La première fois qu'il a parlé de Tavistock, c'était en 1969. Et vu que c'est l'oligarchie britannique qui, a priori, fait le plus de dégâts dans le monde, le mec est britannique ou américain, je ne sais plus, mais il est britannique puisqu'il a travaillé pour les MI6. Donc c'était logique que ça ne soit pas un français. Ensuite, il y a une autre personne qui a parlé de l'Institut Tavistock, qui est Daniel Estulin, qui a écrit une véritable histoire des Bilderberger, mais son livre est disponible seulement en espagnol pour l'instant. Carol Quigley est américain. Et il y a des livres aussi sur le fabianisme qui ont été écrits par des Anglais, mais le fabianisme, c'est une société secrète anglaise. Et tout simplement parce que tout ce qui nous est imposé est fait par l'oligarchie anglo-saxonne et britannique. Donc je peux dire ce sont surtout des gens de ces pays-là qui savent ce qui se passe, des gens bien placés. Carol Quigley était très bien placé quand même dans ces sociétés-là. Donc John Coleman était un agent secret. Donc je pense que c'est dû à ça. Il y a peut-être que la recherche n'est pas la même. Ils sont peut-être pas autant étouffés par le politiquement correct ou pas de la même manière. J'ai pas d'autre explication à ça. Mais vu que c'est l'oligarchie anglo-saxonne qui nous impose le plus de choses et qui fait le plus de dégâts, c'est peut-être normal que ça soit des gens de chez eux qui s'élèvent contre ça. D'accord, très bien. On attend toutes ces parutions avec impatience, parce que ça fait quand même des très bonnes choses en effet à se mettre sous la dent pour justement essayer de se construire sa propre immunité et puis essayer de résister au storytelling et à tout ce qui peut nous être raconté. Merci à vous deux. Et puis du coup, on espère bien vous recevoir pour une autre émission consacrée à un de ces livres qui sortiront bientôt.